introduire cette séquence sur l'authenticité. On a travaillé chez Spintank il y a quelques années, juste avant la pandémie, sur la notion de sincérité, justement en essayant de la distinguer l'authenticité. Et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais vous provoquer ce matin autour de ce sujet-là avec un exemple parlant pour parler d'un certain nombre de sujets et de valeurs. Et puis je me suis dit, bon, écoutez, voilà, avec cette idée de l'exigence de l'audace. Et puis on est plongé dans une certaine actualité, donc j'ai essayé d'y revenir. Donc je vais vous proposer de vous référer à quelques figures qui me semblent assez marquantes. Et l'avantage des crises, c'est qu'on a souvent la capacité à tirer des archétypes ou à tirer des leçons qui sont assez parlantes parce qu'on est plongé face à quelque chose d'assez nouveau. Donc j'ai pas besoin de vous présenter, j'imagine, ces deux personnes qui sont face à vous. D'un côté, le leader russe, Vladimir Poutine. De l'autre côté, Volodymyr en ukrainien, Zelensky, qui s'opposent et qui sont deux figures de dirigeants au service d'une cause, d'un sujet et d'une marque, et qui font une bataille de communication depuis maintenant quelques mois, et surtout de manière paroxystique depuis quelques semaines, qui forment deux archétypes opposés. Et c'est autour d'eux que je voulais broder ce matin. Vous avez ici les deux vidéos des 3 derniers mois qui ont été postées sur Instagram, les plus vues par Zelensky et Poutine. D'un côté, Zelensky qui est avec ses dirigeants dans la rue en prenant un smartphone à bout de bras et qui explique qu'il est là, qu'il n'a pas fui le pays, qu'il tient et qu'il unifie son pays. 14 500 000 vues. Et de l'autre côté, Vladimir Poutine, un extrait de la vidéo d'intervention officielle postée sur Instagram, qui annonce le début des opérations en Ukraine. Zelensky, avant le conflit, avait quelques millions d'abonnés. C'est quelqu'un qui vient, vous le savez sans doute, de la télé-réalité, qui vient de l'influence digitale, qui a fait 75% aux élections alors qu'il n'était pas un homme politique 2 ans avant son élection, et qui était l'équivalent du héros de la série Baron Noir ou de El Professor, quelque chose comme ça, etc. Et qui a unifié un pays qui était séparé par la gauche et la droite autour de sa candidature, etc. Voilà. Il a 15 millions d'abonnés. Sa vidéo la plus vue des 3 derniers mois fait 14 700 000 vues sur Instagram. Vladimir Poutine, qui n'utilise évidemment pas qu'Instagram pour communiquer, puisque le réseau le plus utilisé en Russie est VKontakte, mais Instagram talonne en Russie le réseau russe principal, à 300 000 followers. Alors, un social media manager à courte vue pourrait expliquer, et sa vidéo la plus vue, qui n'est pas celle-là, qui est une autre vidéo où il se monte dans la foule, bravant les intempéries, fait 567 000 vues. Donc un social media manager à courte vue pourrait expliquer que le taux d'engagement de Vladimir Poutine est 2 fois plus élevé que celui de Vladimir Zelensky, puisqu'il fait 500 000 vues sur 300 000 followers, tandis que Zelensky fait un peu moins. Mais on voit bien qu'on a deux figures de leadership très opposées. D'un côté, quelqu'un qui propose une vision humaine, véritablement, qui crée une relation directe, on n'a pas de médiation, etc., et qui entre en relation avec son public. De l'autre côté, chez Vladimir Poutine, on a quelqu'un qui est déshumanisé, on ne voit pas qui est Vladimir Poutine, etc., qui crée une relation toujours indirecte. Il n'est jamais face caméra quasiment, ou quand il est face caméra, c'est une reprise de communiqué télévisé, et qui propose une relation plus distante à son public, on va dire, plus verticale. Vladimir Zelensky, il propose de faire quelque chose ensemble. Il l'engage dans un contrat relationnel. Vladimir Poutine, il informe en partageant un contenu. Et évidemment, il y en a un qui a compris ce qu'était un réseau social, et l'autre qui est au contraire dans une stratégie très très différente dans son engagement personnel. Les réseaux sociaux sont des réseaux humains, ce sont des réseaux où on fait de la relation. Et certaines marques et certaines personnes ont du mal à comprendre encore ça. Et les archétypes Zelensky et Poutine, pour moi, sont des bons exemples des stratégies qu'on peut essayer de déployer. Et du coup, souvent nos marques travaillent énormément le contenu et le message et travaillent peu la valeur sociale du contenu qu'elles donnent. Ils ne se disent pas « mon contenu va être utilisé par quelqu'un ». Mon contenu a pour objectif d'activer quelqu'un, d'engager, de donner du pouvoir d'agir à quelqu'un qui va le consommer, qui va en faire quelque chose. Je reprends cet exemple. Pendant très très longtemps, c'était le tweet qu'Obama avait posté lors de sa réélection, enfin que l'équipe d'Obama avait posté. Ça a été pendant très longtemps, pendant 7 ou 8 ans, le tweet le plus retweeté de l'histoire de Twitter. Sa valeur sociale
était plus forte que l'information qu'il véhiculait. Oui, on n'avait pas besoin de dire à nos amis que Barack Obama était réélu. Tout le monde était au courant, en tout cas les gens qui le suivaient, les gens qui le partageaient. En revanche, l'émotion qu'on avait à partager à travers une image aussi forte, puissante, etc., était importante. Donc, le véhicule d'émotion, le véhicule de sociabilité est absolument essentiel dans ce qu'on propose. Et c'est le contrat qu'avait très bien réussi Barack Obama, comme d'autres leaders politiques, à intégrer avec ses publics. C'était de les activer en s'engageant lui-même dans une relation. Et donc, une des questions que je voulais me poser, je ne sais pas pourquoi il y a un petit 70 qui se balade dans ma slide, ça doit être le fruit d'un... Voilà. C'était d'imaginer où vous situez-vous dans la grande ligne entre Vladimir Zelensky et Vladimir Poutine. Et donc, j'ai inventé de nuit, la semaine dernière, l'index, le ratio Z sur P des marques, Zelensky sur Poutine. Et je vous propose un exercice créatif et stimulant d'imaginer où est-ce que vous êtes. Et j'ai imaginé 4 critères sur ce ratio pour savoir si vous êtes plutôt Zelensky ou plutôt Poutine. Le premier, c'est est-ce que votre marque, votre présence sur les réseaux sociaux, votre émission, peut faire reconnaître des signes d'humanité. Mais des vrais signes d'humanité. Vous voyez le Zelensky quand il est dans la rue en train de prendre des risques avec ses généraux et son gouvernement, il fait reconnaître de vrais signes d'humanité, plus que quand Vladimir Poutine se montre comme ça, dans un endroit un petit peu filmé par une caméra tierce, etc. Où est-ce que vous en êtes de ce signe d'humanité? Est-ce que vous donnez prise à quelque chose de réel et de vrai? Et que vous abritez pas derrière quelques influenceurs qui font très gentiment un travail d'humanisation à votre place? Le deuxième critère, est-ce que vous tenez compte du contexte? Nous, on pense chez Spintank souvent que dans la relation qu'une marque doit avoir avec ses publics, il y a une relation tripartite avec l'environnement autour, avec le contexte. On travaille avec des grandes marques dans la transformation de l'énergie, des mobilités, de la ville, du numérique, de l'alimentation, etc. Oublier le contexte actuellement de guerre ou de crise ukrainienne ou de crise où on travaille avec des grands acteurs du blé ou des oléoprotéagineux. Oublier les énormes crises dans le domaine, c'est évidemment très compliqué. Il faut agir avec ce contexte. Zelensky, évidemment, il n'a qu'un contexte actuellement avec lequel agir, donc c'est un petit peu plus facile. Mais souvent, on a tendance à essayer de fabriquer une relation verticale, directe, autour de mon histoire dont je suis moi le héros, avec son public, et la capacité à intégrer du contexte dans notre narratif est souvent un petit peu plus légère. Le troisième, c'est est-ce que votre marque propose une relation? Est-ce que vous êtes véritablement en train de proposer un contrat dans le contenu que vous émettez et votre public qui puisse être jugé, qui puisse être sincère, qui puisse être mis à l'épreuve? Chez Vladimir Poutine, il n'y a pas de relation. Je regarde, je m'en vais, la relation est distante, elle est verticale, elle n'est pas proposée, elle est imposée, elle est directe, et puis après je m'en vais. Chez Zelensky, il y a un contrat d'émotion partagée assez fort. Évidemment, Évidemment, vous aurez compris que tout ça sont des archétypes et pas une stratégie définitive. Et puis, est-ce que vous proposez un contenu qui a véritablement une valeur sociale? Qu'est-ce qui va me proposer de faire, ce contenu? Qu'est-ce que je vais en tirer? Est-ce que je vais en tirer de la fierté? Avec quoi je vais revenir avec moi? Pas juste liker, sharer, etc., mais comment est-ce que je vais me transformer en acteur? Et donc, l'engagement, évidemment, je suis allé un petit peu loin, l'engagement, c'est l'engagement. On attend énormément d'engagement, on mesure toujours l'engagement, etc., mais on le fait souvent dans une posture de désengagement relatif des marques. Les marques se mettent en retrait et se disent « Oula, l'engagement, c'est les influenceurs qui vont les faire, c'est je vais regarder mes métriques, etc., c'est mes salariés, etc. » Mais souvent, ce qui se place en haut de la pyramide, le cœur, le haut de la pyramide, c'est assez étrange, les choses ont un peu sauté dans mes slides, c'est une relation durable. Et cet engagement, il se fait de manière profonde, durée, c'est une épreuve, c'est une relation, les médias sociaux qu'on entretient dans la durée. Michel-Édouard Leclerc en parlera de manière, je pense, assez intéressante tout à l'heure. Ça fait longtemps que sa posture d'engagement est mise à l'épreuve dans les réseaux sociaux, comme dans une relation de couple, comme dans une relation d'engagement mutuel. Et surtout, c'est l'engagement de tout un écosystème. Alors ça c'est très amusant. Je pense qu'il y a des chiffres. Je pense que c'est le fait d'intégrer les Russes. Il y a des chiffres et des pyramides qui ont été écrasées. Je pense que ma présentation s'est fait hacker. Donc normalement, vous aviez une magnifique pyramide
mais qui est un peu perdu, mais que vous allez retrouver un peu, entre la marque, ses leaders qui l'incarnent, et les publics qui vont en faire quelque chose. Et on a autour de la stratégie ukrainienne actuellement quelque chose d'assez très emblématique, qui est une sorte de Graal, évidemment dans les circonstances très particulières et très spécifiques, entre une marque qui se trouve dotée d'un certain nombre d'attributs de manière extrêmement forte et qui propose quelque chose à ses publics, qui a un projet commun pour ses publics, qui leur demande de faire quelque chose avec elle, un leader qui l'incarne de manière emblématique, exemplaire, etc., et qui s'entoure. D'ailleurs, vous n'avez pas que Vladimir Zelensky, vous avez aussi plein de gens autour de lui. Vous pouvez regarder son ministre de la Défense ou des Affaires étrangères sont absolument incroyables. Certains manient même une forme d'humour et d'autodérision qui sont totalement ahurissantes, chacun avec des registres de langage forts. Et surtout, ce ne sont pas eux les héros véritables. Eux, ce sont les gens qui proposent à une masse énorme de se réapproprier ces signes et d'en faire quelque chose. Et c'est la mobilisation des Ukrainiens, des Ukrainiennes, des soutiens, etc., qui reprennent ces éléments et qui les transforment en un public, en une action véritable. Et donc, c'était un petit peu ce qu'on voulait vous dire, c'est que l'engagement qu'on cherche, c'est une capacité d'appropriation qu'on donne à son public. Et le bon leader d'aujourd'hui, c'est celui qui sait s'effacer et ne plus être tellement le héros, mais celui qui permet l'appropriation autour de ces messages à des publics qui ne sont pas des audiences captives ou des gens qui les reçoivent. Pardon. Merci, j'ai un peu dépassé le temps. Merci infiniment, Nicolas, pour cette présentation très éclairante.